Mes chers camarades, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Et c'est toujours un plaisir de venir dans une fédération où il est difficile de saluer tout le monde. Parce que si je m'y remets moi aussi, je vais passer une demi-heure et je vais surtout rater une part de vos élus, de vos maires, de vos conseillers départementaux, conseillers régionaux, parlementaires moins nombreux. Mais comment ? Et ton train. Et mon train aussi. Et donc vous dire mon immense plaisir, et puis à travers Sarah et Béverlet, saluer vous toutes et toutes, militants, militantes, qui avaient fait le choix de rester ou d'arriver au Parti Socialiste dans ces années qui sont des années particulièrement difficiles pour notre formation politique. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous restés, ou pourquoi certains d'entre vous arrivez maintenant? Parce que nous avons le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, et il faut maintenant le faire partager, mais que nous avons les réponses au moment que nous traversons. Nous sommes alors des grands dérèglements immenses, des règlements géopolitiques, des règlements sanitaires, des règlements écologiques, des règlements démocratiques, et puis je pourrais aussi évoquer, non pas un nouveau dérèglement, mais un dérèglement qui est aussi vieux que l'humanité, et qui est le dérèglement entre les femmes et les hommes. Et donc, à tous ces sujets, je pense, j'ai même la conviction que ce que nous sommes a la solution et que nous pouvons porter ces solutions au devant des Françaises et des Français. D'abord, sur la question des dérèglements géopolitiques. J'ai écouté, comme peut-être certains d'entre vous hier, une partie du discours de Vladimir Poutine, qui a au moins un mérite, celui de la clarté. Son problème n'est pas simplement le Donbass. La réalité, ce qu'il a exprimé hier avec beaucoup de conviction, beaucoup de force, et il faut le dire aussi, beaucoup de haine, c'est la haine de ce que nous représentons. Il a commencé son discours par le Donbass, en s'attribuant ces 4 régions supplémentaires après la Crimée, dont il considère qu'elles sont désormais annexées et qu'elles font partie de la Grande Russie qu'il appelle de ses voeux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué à expliquer qu'il y avait la décadence à l'extérieur de ses frontières, la décadence, c'est-à-dire vous, nous, sommes directement pointés, accusés d'être les nouveaux colons, de vouloir résumer, renvoyer la Russie, la Grande Russie, celle de la Grande Catherine, à finalement une dépendance de l'Europe. Et donc on voit bien que ce qu'il cherche, ce n'est pas à s'arrêter là où il est passé. Il avait déjà fait la Géorgie, la Tchétchénie, la Crimée. Il est maintenant parti aussi en Syrie. Il est derrière nous, en train de repasser dans la bande sahélienne, au Mali. Sa volonté est une volonté de puissance. Sa volonté est une volonté aussi d'imposer un autre ordre du monde que celui que nous connaissons. Et donc ça suppose maintenant que nous en prenions conscience. Conscience de notre propre responsabilité. Parce qu'il n'est pas le seul empire à se réveiller. Vous avez les Chinois, avec Taïwan, après avoir refait main basse sur Hong Kong il y a quelques années, au moment de cette rétrocession de la Grande-Bretagne vers la Chine, eh bien, après avoir promis que Hong Kong resterait Hong Kong et qu'il n'y aurait pas la même main de fer qui s'écraserait sur la tête de ces pauvres habitants, eh bien, on voit ce qui est advenu d'eux. Et on voit aussi maintenant la volonté du régime de Pékin d'aller reprendre l'île de Taïwan. Plus proche de nous, ce qui se passe en Arménie en ce moment même, avec les Azéris qui sont les alliés des Turcs et qui cherchent à reconstruire l'Empire ottoman en ayant commencé il y a 1 an dans le plateau du Haut-Karabakh, la République d'Artsakh, qui les ont envahis, reconquis, puis maintenant la volonté de venir sur l'Arménie et de relier en fait l'Azerbaïdjan à la Turquie. On voit bien que cette dimension-là ne peut pas être absente dans notre réflexion. Et nous portons une idée très simple, depuis toujours, celle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jaurès avait été de ceux qui avaient défendu les Arméniens avant le génocide dont ils furent victimes par les Turcs. Et donc, nous avons, nous, besoin de porter un message qui soit un message très puissant. Nous allons connaître dans quelques mois une campagne électorale, alors pas tout de suite, dans 2 ans exactement, la campagne européenne, et nous devons porter fièrement nos couleurs, exiger que l'Europe se considère non pas simplement comme un marché, mais aussi comme une puissance, qu'elle puisse, y compris se doter d'une vraie défense européenne,
qu'elles soient à la hauteur de l'enjeu, qu'elles permettent aux Européens de ne pas être uniquement dans la dépendance, y compris du grand frère américain, que nous ayons une politique qui soit complètement autonome, une capacité à nous projeter, une capacité à nous défendre, une capacité à dire tout simplement que l'Europe, ce grand continent, cette grande histoire qui fait de nous le seul endroit au monde où on peut aligner à la fois les protections sociales et en même temps les grandes libertés, et bien que ce continent ne dépend de personne et qu'il est prêt à défendre ce qu'est son intégrité intellectuelle, morale, politique. C'est de cela qu'il faut parler. Et c'est cela que nous devons défendre. Parce que l'époque n'est pas à la mollesse, n'est pas à la résignation. Et au contraire, dans ce combat que nous devons porter, parce qu'il y a des peuples qui attendent de nous, que nous soyons à nouveau devant et que nous portions des messages qui sont universels. Des règlements du monde qui ne se limitent pas à la crise géopolitique. Des règlements du monde, évidemment, qui touchent à la question climatique. Les rapports se sont succédés, ceux du GIEC, et on sait que maintenant, ce qui s'approche de nous, cette catastrophe annoncée est une catastrophe alors, à laquelle on essaye de ne pas croire. Mais cette 6e extinction de masse, dont on pourtant nous dit qu'elle est devant nous. Quand je discute avec les experts du GIEC, ils nous disent, j'essaye de comprendre, ils me disent, mais alors ça correspond à quoi, la 6e extinction de masse? Bon, c'est pas très clair. Ils me disent, écoutez, c'est simple. Est-ce que vous vous représentez ce qu'a été la disparition des dinosaures sur la planète Terre? Eh bien, ce que nous allons connaître est de même ampleur. Alors, il n'y a plus de dinosaures. Ce sont d'autres espèces qui vont disparaître, parfois très petites, mais dont nous avons besoin pour l'écosystème. Et donc, ce réchauffement climatique va provoquer une catastrophe absolue. Vous avez des littoraux qui vont disparaître. Vous avez des régions agricoles qui ne pourront plus cultiver grand-chose. Vous allez avoir des mouvements migratoires qui vont être géants. Et là, ce ne sera plus accueillir quelques Syriens ou quelques Ukrainiens, ou ouvrir les portes de nos ports pour accueillir un Aquarius. Ce seront des dizaines de millions de familles qui chercheront tout simplement à quitter leur pays d'origine, leur village, non pas de gaieté de cœur, mais simplement parce que quand on a froid, quand on a faim, quand il y a la guerre, eh bien on bouge. Alors d'abord, ils se déplaceront sur la frontière voisine. Et puis, comme ceux qui étaient là avant diront, non, vous n'avez pas votre place, nous on était là avant vous, et donc les terres, elles sont à nous. Il y aura des conflits. Et puis parce qu'il y a des conflits, les gens se déporteront un peu plus loin. Et vous verrez, j'espère que nous ne le verrons pas, donc c'est simplement, j'espère que nous ne verrons jamais ce grand mouvement migratoire, mais le risque, il est là. Et ceux qui vous parlent en permanence de ce grand remplacement devraient s'intéresser non pas à chercher à évacuer celles et ceux qui fuient la guerre aujourd'hui, mais s'intéresser d'abord à la façon dont on peut lutter contre le réchauffement climatique. Parce que le risque migratoire, il est là. Et rien ne l'empêchera. Rien. Parce qu'on n'empêchera jamais un père, une mère de défendre leurs enfants et de chercher à leur faire connaître, leur donner un droit à l'avenir, là où ils savent que s'ils restent, ils n'en auront aucun. Face à ces enjeux, je vois des gens qui sont dans ce qu'on appelle la procrastination. Remettre toujours au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Nous expliquer, comme Bruno Le Maire, que, oui, il y a des sujets importants, mais enfin, quand même, il faut tenir les comptes, là, parce que, quand même, on est des gens sérieux. Pour ceux qui étaient à Blois, je vais me répéter, mais parfois, je me demande si nous n'avons pas rejoint la 4e planète qu'a visité le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette belle histoire de Saint-Exupéry, mais la 4e planète, c'est celle du businessman. Le businessman, il compte et il recompte en permanence. Et il compte les étoiles, et le Petit Prince lui dit, mais que faites-vous? Et le businessman me dit, je compte les planètes, mais ça sert à quoi? Mais parce que le premier qui découvre une planète la possède, et donc je possède plein de planètes, plein d'étoiles, plein... Et il compte, et il compte, et il recompte, et à chaque fois que le Petit Prince l'interrompt, il lui dit, mais moi je suis un homme sérieux. Et le Petit Prince se demande, comme beaucoup d'entre nous, ce que ça veut dire être sérieux. Est-ce que sérieux, c'est toujours compter? Est-ce que c'est toujours se poser des questions sur ce qu'on possède? Ou est-ce que c'est aussi chercher à préserver? Alors lui, il est comme nous, il cherche à préserver une rose sur sa planète. Et aujourd'hui, il y a des millions de petits princes à travers la planète qui nous demandent
si nous sommes, nous, vraiment sérieux, si nous avons compris ce qui se passe, et si nous serons au rendez-vous de l'histoire, ou si au contraire, nous serons de ceux qui auront dit « on verra plus tard ». Eh bien non, il faut voir maintenant. Maintenant, parce que ce grand dérèglement en rejoint un autre, ce dérèglement des inégalités, ce dérèglement social pour lequel nous allons nous battre ensemble dans les prochains jours. Ce dérèglement, celui des inégalités, fait que nous sommes en train de connaître des bouleversements là aussi incroyables, entre le nord et le sud, mais même dans notre propre pays, entre ceux qui sont de plus en plus riches et ceux qui le sont de moins en moins. Et dans ce combat, il y a une droite et une gauche, c'est très clair. D'ailleurs, regardez bien cette affiche. Vous voyez là, ceux qui sont à ma droite, vous voyez, il faut taxer les super profs. Ceux qui sont à ma gauche, vous voyez, il faut taxer les super profits. Eh bien, c'est ceux de gauche qui ont raison, ceux de droite qui ont tort. Alors, voilà, il faut raison garder. Pour tous ceux qui sont ici, je sais bien que vous avez tous compris qu'il y avait bien un ITS à la fin et que personne ne s'est abusé. Mais c'est bien ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce grand dérèglement des inégalités? Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on continue? Enfin, où est-ce qu'on arrête, pardon. 174 milliards d'euros, c'est les profits réalisés par le CAC 40 sur l'année écoulée. Alors évidemment, vous vous dites, c'est sans doute beaucoup d'argent, mais enfin, on n'a jamais vu passer même 100 millions. Donc 174 milliards, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, par exemple, quand on augmente de 3,5 points les fonctionnaires, bien en dessous de l'inflation, mais ce qui a été fait par le gouvernement, ça coûte 7 milliards. Voilà. Quand on veut faire la réforme et qu'on veut repousser l'âge légal de départ à la retraite, pour être à 65 ans, c'est pour gagner 8 milliards. Donc là, 174 milliards d'euros de profits réalisés en un an par le CAC 40. Des actions qui n'ont jamais été aussi bien rémunérées. Dans le monde, il y a eu d'autres super profits, nous ne sommes pas les seuls en France à avoir vu ce mouvement s'opérer. Mais nous sommes les seuls à avoir des actionnaires qui ont été aussi bien rémunérés. La moyenne dans le monde, c'est 11% d'augmentation sur un an. Nous, c'est 33%. Le salaire des patrons du CAC 40 a doublé en un an. Réfléchissez au vôtre et réfléchissez à ce que ce serait déjà si on vous doublait votre propre salaire. Ben, eux, qui ont déjà des moyens incomparables, on leur a aussi doublé leur salaire. Et donc la question, c'est qui paye? Tout à l'heure, c'était Audrey qui disait qui paye? C'est la question. Qui va payer? Est-ce que ce sera le commun des mortels ou est-ce que ce sera ceux qui le peuvent? Alors, évidemment, avant même qu'on les ait touchés, le CAC 40 hurle en disant « Mais attendez, c'est pas possible !» Bruno Le Maire, qui est leur meilleur porte-parole, dit « Mais c'est quoi un super profit? Ça n'existe pas, le super profit. Il y a des gens qui sont rentables, d'autres qui ne le sont pas, profitables. C'est très bien, il faut se féliciter. » Ben oui, mais en fait, ce qui est assez curieux avec ce gouvernement, c'est que quand les entreprises vont mal, y compris le CAC 40, ben on appelle chacun d'entre vous à la solidarité. On leur dit « Là, quand même, crise sanitaire. » Covid, on va mettre 240 milliards d'euros sur la table pour le chômage partiel, pour les prêts garantis par l'État. Et là, après avoir bénéficié de la solidarité nationale, on ne pourrait même pas leur demander quelques milliards pour pouvoir nous aider, nous, à financer ceux qui ont bien du mal à traverser la crise climatique, à traverser la crise énergétique, et même à engager la transition écologique. Vous ne pourrez pas leur demander? On devrait vraiment se taire? Alors que nous, on les a aidés, eux, ils ne pourraient rien faire maintenant, mais quelle est cette sornette? Eh bien, c'est ce que nous allons demander, exiger, à travers ce référendum d'initiative partagée. Nous ne savons pas encore si le Conseil constitutionnel va accepter que nous puissions aller plus loin, mais peu importe, l'idée c'est de créer un rapport de force. Faire en sorte que dans le pays, partout, on parle de cette taxe sur les super profits. Ce ne sera pas le seul endroit où il faut prélever, ça ne résoudra pas tout. Mais arriver à faire prendre conscience du fait que on ne peut pas toujours intérioriser la contrainte des autres. Ça fait trop longtemps que nous avons baissé la nuque, que nous avons accepté l'idée que les riches devaient être plus riches, que c'était normal, et que les autres, on verrait bien ce qui ruisselle. Rien n'a ruisselé. Alors, puisque rien n'a ruisselé, allons chercher l'argent là où il se trouve. Faisons en sorte d'être à nouveau en communion, en harmonie, avec toutes celles et ceux qui attendent de nous que nous les défendions. Nous sommes le Parti du travail.
Nous sommes le parti des travailleurs. Nous sommes le parti de ceux qui, depuis toujours, défendons ceux qui ont moins. Et nous ne pouvons pas être ailleurs dans ce combat. Nous ne pouvons pas faire autrement que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est une question de décence même morale pour nous-mêmes. Être d'abord là, aux côtés de ceux qui sont en train de payer le plus cher la crise. Et c'est comme ça que nous retrouverons celles et ceux qui nous ont parfois abandonnés et quittés, pensant que nous avions nous-mêmes peut-être abandonné nos propres combats. Nous devons être à chaque fois à leur côté. Chaque fois, ça veut dire, dans le débat sur le travail, d'abord sur la paye. Le travail, c'est d'abord arriver à vivre dignement de ce que l'on fait chaque mois. Ça n'est pas normal de travailler et de rester pauvre. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal d'accepter non plus que désormais les conditions de travail se dégradent. Nous sommes le pays d'Europe où il y a le plus d'accidents du travail. Triste record. Ça n'est pas normal non plus d'accepter que on fasse ce grand bond en arrière qui est ce qu'on appelle l'ubérisation. Et qui fait que quand vous êtes livreur, sur votre vélo, vous tombez, aucune protection. Pas d'accident du travail. Quand vous êtes malade, pas d'assurance maladie. Quand vous partez en congé, pas de congé payé. Esclave d'un algorithme. C'est valable pour Uber, c'est valable pour Deliveroo, c'est valable pour toutes celles et ceux qui, pour l'instant, sont au bas de l'échelle sociale et qu'on ne regarde pas. Mais je le dis aussi, si ce combat-là, nous ne l'enfonçons pas, demain, ce ne seront plus seulement les livreurs qui seront soumis à des plateformes. Ce seront, je le dis pour Sarah, les avocats. Ce sera le BTP. Ce sera tout ce qui peut être en réalité soumis à un monopole parce qu'un site, à un moment, arrive à faire converger toute la demande et est responsable de l'offre à lui tout seul. Eh bien, ce n'est pas acceptable non plus. Ce qui n'est pas normal, c'est d'accepter que les femmes et les hommes n'aient pas le même salaire à fonction égale. Dans un pays qui pourtant se dit république et qui a au fond de chacune de ses écoles et de ses mairies liberté, égalité, fraternité. Et donc nous devons aussi nous battre pour qu'il ne soit plus possible dans notre pays de payer une femme 20% de moins qu'un homme, tout simplement parce qu'elle est une femme. Défendre le travail, c'est aussi défendre le droit au repos. J'en viens évidemment à la question des retraites. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi cette réforme allait se mettre en place? Ça a été dit par Martine. La réalité, c'est qu'ils veulent faire des économies. 8 milliards d'euros d'économies sur les retraites, et donc sur les retraités. Comment est-ce qu'on fait 8 milliards d'économies en reculant l'âge de départ à la retraite? Alors, la démonstration, elle va être simple. Je suis rentré dans le monde du travail, je devais avoir 22 ans. Il faut 43 annuités, en tout cas quand je partirai à la retraite, il faudra 43 annuités pour partir à la retraite. 22 plus 43, 65. Je ne suis pas concerné par la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. En revanche, celui qui a commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 21 ans, et qui, lui, a certainement un travail qui est plus pénible que le mien, même si parfois c'est pénible. Mais pas la même pénibilité. Je n'ai jamais été sur un marteau-piqueur, sur un chantier, je n'ai jamais travaillé de nuit, je n'ai jamais... un peu à l'Assemblée, mais enfin, c'est pas... Là aussi, je ne compare pas ce qui est incomparable. Et donc, évidemment, pour faire des économies, il faut que quelqu'un soit la source de l'économie. Et vous l'aurez compris, la source de l'économie, ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le patron, ce n'est pas celui qui a eu une vie professionnelle qui était mieux rémunérée. C'est celui qui était en bas de l'échelle sociale, celui qui a péniblement réussi à monter dans la classe moyenne, celui qui a eu une vie d'effort et au moment où il pourrait enfin avoir le droit au repos, va devoir travailler plus longtemps pour payer la retraite de ceux qui justement sont entrés plus tard dans la vie active. C'est ça la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Alors il nous dit, j'ai une jambe droite, mais attention, j'ai aussi une jambe gauche. Ça fait longtemps qu'on sait que cette jambe gauche est une jambe de bois, mais la réalité, c'est que, en fait, il vous dit, mais attention parce que je vais vous donner 1100 € retraite minimale, retraite plancher pour tout le monde.
Alors on se dit, bah, c'est quand même mieux qu'avant. Et c'est vrai, c'est quand même mieux qu'avant. Mais attention, c'est comme pour les contrats d'assurance. Regardez bien en bas de la page. J'espère qu'il n'y a pas trop d'assureurs ici, parce que souvent ils ont pollué. Mais enfin, c'est une réalité. Souvent, contrat d'assurance, il faut aller jusqu'au bout du contrat pour savoir en fait toutes les clauses d'exemption. Donc on vous dit 1100 € minimum pour tout le monde. Première petite astérix, c'est qu'il faut avoir une carrière complète. Sauf que les gens qui, en général, ont une retraite qui est inférieure à 1100 € sont précisément les gens qui ont une carrière incomplète et qui doivent attendre aujourd'hui 67 ans, 5 ans après l'âge légal, pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'âge du taux mécanique, automatique. 5 ans après l'âge légal. Donc ça veut dire que pour ceux qui ont une carrière incomplète, il ne faudra non pas attendre 65 ans, de 70 ans pour pouvoir enfin toucher les 1100 €. Ben, ça change un peu les choses. Parce que attendre 70 ans pour toucher une pension, soit vous êtes mort avant, soit tout simplement vous avez choisi de liquider votre pension parce que vous ne pouvez pas vivre sans rien pendant des années et des années. Et que le chômage vous a déjà rattrapé depuis la cinquantaine. Et donc, il est inimaginable, en fait, d'attendre si longtemps pour pouvoir toucher cette retraite à 1100 €. Deuxième astérix, c'est qu'il y a des gens qui se disent, mais moi, j'ai une retraite à 900 € là, donc quand la loi sera votée, je vais passer à 1100 €. Ah non, 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 non. Olivier Véran nous l'a dit cette semaine, ça ne concerne que les futurs retraités. On ne touche pas ce que vulgairement ils appellent le stock. On ne touchera que le flux. Donc ça veut dire que, en fait, cette réforme, elle va commencer à toucher les gens dans bien longtemps. Tout de suite, c'est les économies. Demain, peut-être le progrès. Et dans les conditions que je viens de décrire. Voilà ce que c'est cette réforme des retraites. Et voilà aussi la raison pour laquelle nous allons nous battre. Nous battre parce qu'il n'y a aucune raison de se laisser faire. Aucune raison. Roger l'a rappelé, les 2 rapports du corps qui sont parus nous montrent qu'à horizon prévisible, ce 70 prochaines années, il n'y a aucun problème de financement. Parfois, comme dans toute... c'est un peu comme à la maison. Il y a un mois où on sait qu'on est dans le creux, mais après, on sait qu'après, on a une bosse. Et bien là, c'est pareil. Le corps, il nous dit, il y a effectivement un creux bientôt, mais enfin, après, il y a des bosses. Donc, la réalité, c'est qu'on n'a pas de problème pour équilibrer ce régime. Et que s'il y a une réforme à faire, c'est certainement pas celle-là. C'est de faire en sorte que les carrières incomplètes, que les carrières hachées, que les carrières de ce qu'on appelle les gens qui sont les permittents, de ceux qui ont été avec beaucoup de polyvalence, ont changé de boulot, ont été multi-régimes, ben ça c'est effectivement des questions qu'il faut se poser. Et ces questions-là, on est prêt à se les poser avec eux. On n'est pas obtus, on n'est pas de ceux qui ne veulent jamais négocier avec qui que ce soit. Mais on ne négocie pas avec le couteau sous la gorge, on ne négocie pas avec, au début, comme seul principe d'entrée, le recul de l'âge légal de 65 ans. Je continue sur la question démocratique. Dérèglement démocratique. La réalité, c'est qu'on le voit bien, et Roger en a parlé tout à l'heure, ça ne marche plus. Vous avez là un président de la République qui a été élu dans les conditions que chacun sait. Nous avons appelé à voter pour lui, et nous avons voté pour lui au second tour, non pas par adhésion à son projet. Donc, on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a un président, effectivement, qui croit qu'il a été réélu sur la base de son projet, alors que, si vous regardez bien les choses, il fait 28% au premier tour, 58% au second. Faites une soustraction, il y a 30% de gens au second tour qui sont venus en plus des 28% pour lui permettre la victoire. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont venus pour dire non pas oui au projet, mais non à Marine Le Pen. Ensuite, aux élections législatives, tous les présidents de la République qui sont élus habituellement ont une majorité absolue derrière. Cette fois-ci, il ne l'a pas obtenue. Tout simplement parce que les Français n'ont pas voulu lui donner les mains complètement libres. Et ils ont voulu qu'il y ait notamment une opposition de gauche bien plus puissante qu'elle ne l'était. Et donc, il n'y a aucune raison, là aussi, de ne pas voir ce formidable dérèglement qui fait que dans nos institutions, on a aujourd'hui une forme de toute puissance qui s'exprime en permanence avec le chef de l'État et un Parlement qu'on continue à vouloir rabaisser en permanence. Alors, il faut effectivement reparlementariser la vie politique. Je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je reviendrai exprès pour ça, mais je pense que nous avons là aussi matière à réflexion. Je veux, avant d'aborder les questions plus politiques, vous dire que ce que je viens d'évoquer,
ces grands dérèglements doivent faire l'objet d'une réflexion intense. Ça ne va rien de faire la liaison avec ce que je veux dire après. Nous avons signé un contrat, celui de la NUPES ou de la NUPS, pour faire plaisir aux gens du Nord. Bien que je ne sois pas vraiment quelqu'un du Sud, mais enfin, j'ai compris qu'il y avait une démarcation qui devait passer par la Seine-et-Marne, et donc en fait, voilà, donc je ne dirais plus NUPES que je viendrai chez vous, je dirais la NUPS. Donc, quand nous avons signé ce contrat de coalition avec la NUPS, nous avons négocié dans des conditions très particulières. C'était un contrat de législature avec des gens avec qui nous voulions gouverner, mais dans le cadre d'une cohabitation. Et donc tous les sujets internationaux et européens ont été sortis en fait du lot, puisque Jean-Luc Mélenchon avait dit, écoutez, en cohabitation, la France doit parler d'une seule voix au niveau européen et international, et donc, comme c'est le domaine non pas réservé du chef de l'État, mais au moins partagé, eh bien, je parlerai d'une seule voix avec le président de la République, et on ne parlera ni de l'OTAN, ni nous serons en désaccord sur les grandes questions qui intéressent au-delà de nos frontières. Mais ces débats, il faut maintenant les avoir. Et il faut que nous soyons une force de proposition. Il faut que nous assumions ce que nous sommes, notre grande histoire, et aussi nos propositions à tout moment. Moi, je souhaite que, dans la foulée du Congrès, on puisse s'engager pour aller approfondir tout ce qui a été déjà négocié et signé. Parce que la réalité, c'est que beaucoup de ce que nous avons signé, beaucoup de ce qui était dit dans la campagne présidentielle, est en réalité déjà caduque, pour nous comme pour les autres, du fait de la parité dollar-euro, du fait de la guerre en Ukraine et de ses conséquences, du fait de tout ce qui se produit sous nos yeux et qui fait que nous avons d'autres... il faut envisager d'autres moyens que ce que nous avions envisagé initialement. Donc il y a besoin d'une actualisation permanente de ce que nous avons produit. Et moi je souhaite que nous ayons de grandes conventions qui permettent à vous toutes et tous de venir donner votre avis, faire en sorte que nous puissions, sur ces grands sujets, avancer, et qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse de la géopolitique, qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse de tous ces sujets, il faut que nous puissions à nouveau émettre un point de vue qui puisse être non pas un point de vue où on cherche à se démarquer pour se démarquer, mais chercher à emmener toute la gauche avec nous sur des propositions qui nous paraissent les plus concrètes, les plus crédibles et aussi les plus enthousiasmantes. Parce qu'il faut arriver à réenchanter la gauche. Et donc j'en viens à ce que Roger a évoqué, donc cette fameuse NUPS. Je ne retire rien de ce qu'a dit Roger, ça me permet d'aller plus vite. Nous avons négocié cet accord alors qu'en réalité, ni eux ni nous n'avions prévu de le faire. Je ne vous livre pas un grand secret en vous disant que ça faisait déjà des mois et des mois que nous négocions avec le Parti communiste et avec les Verts. Et que nous n'avions pas prévu de négocier avec la France Insoumise, pas plus que la France Insoumise avait prévu de négocier avec nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs qu'au tout début, entre les deux tours de l'élection présidentielle, Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, commet une interview dans le journal du dimanche où elle dit « Nous voulons rassembler la gauche », et quand elle dit la gauche, on n'est pas dedans, et elle dit, alors on pose la question, mais et le PS ? Et elle dit, le PS, c'est un nom, c'est ferme et c'est définitif. Donc ni eux ni nous n'avions prévu de nous retrouver un jour. Ça faisait d'ailleurs 15 ans, depuis le départ de Jean-Luc Mélenchon, que nous nous battions tant et plus. Et puis nous avons choisi, à un moment, de regarder les choses en face et de nous dire, ça fait 3 fois en 20 ans, que la gauche est absente d'un second tour de l'élection présidentielle. 3 fois qu'elle est remplacée par l'extrême droite. 3 fois, en 20 ans. 2002, 2017 et 2022. Stop ou encore? Et cette question-là aussi, elle nous est posée. Est-ce que nous avons vraiment envie de connaître le sort des Suédois ou le sort des Italiens? Connaître les régressions qui sont à l'œuvre en Hongrie ou en Pologne? C'est bien de dire qu'on veut défendre le droit à l'IVG en France. Mais si nous devenons polonais ou hongrois, vous verrez que ce sera plus compliqué. Et donc, que voulons-nous? Que cherchons-nous? Et moi, je vous le dis, ma conviction profonde, c'est qu'il y a une course de vitesse qui s'est engagée avec l'extrême droite. Dans 5 ans, et dans 5 ans à peine, vous aurez des Français qui auront connu Emmanuel Macron et les siens pendant 10 ans.
Je vous laisse imaginer l'état d'exaspération qui sera le leur à la fin de ces 10 ans. Ils chercheront l'alternance, même l'alternative pour tout dire. Et il y aura 2 voies possibles. Une voie plus à droite et puis une voie à gauche. Eh bien moi je souhaite que ce soit la voie de gauche qui l'emporte. Et ça suppose que d'ici là, nous ayons chaque jour, chaque heure, cette responsabilité en tête. Qu'elle ne nous quitte pas un instant. Qu'on ne se perde pas dans des conflits comme on en a trop connu ces dernières heures. Quand j'entends Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, par médias interposés, se battre l'un pour le droit au travail, l'autre pour le droit à la paresse, tout ça me paraît complètement fou, pour tout vous dire. Je leur ai dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi la gauche s'évertue à toujours s'entretuer, alors même que c'est le moment d'avancer. Nous avons une retraite sociale qui est extrêmement difficile. Retraite, assurance, chômage, dont je n'ai pas parlé, mais qui évidemment devrait nous faire bondir. Ils ont déjà économisé 1,5 milliard sur les chômeurs, et ils vont continuer. Et donc nous, pendant ce temps-là, on sera en train de s'entretuer, en train de se dire que nous n'avons rien de mieux à faire que de nous poser des questions pour savoir si c'est Karl Marx ou son gendre qui avait raison, Lafargue en l'occurrence, sur le droit à la paresse, pour la référence. Du Nord. Du Nord. Est-ce que nous avons besoin vraiment de nous poser ces questions-là ou est-ce que nous avons besoin d'avancer ensemble? Eh bien moi je le dis, nous avons besoin d'avancer ensemble. Nous avons besoin d'être les premiers. Alors c'est difficile parfois parce que nous ne sommes pas toujours à l'aise. Et c'est normal, je le comprends très bien, pas à l'aise parce que dans l'accord, il n'y avait que 70 circonscriptions. Nous n'avions fait qu'1,7% des voix à l'élection présidentielle aussi. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu négocier au-delà. Mais je comprends qu'il y a un certain nombre d'endroits, de lieux, de circonscriptions où on se dit, si c'était un PS qui avait été, on aurait peut-être gagné davantage que si c'était l'insoumis. Je le comprends et je le partage. Mais aussi, la vie politique, c'est un rapport de force. Et donc, à un moment, eh bien, on négocie ce qu'on a dans les mains. Quand vous n'avez pas les cartes, vous n'avez pas les cartes. Et donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour se redonner les cartes? Comment est-ce qu'on fait pour redevenir un parti puissant? Comment est-ce qu'on fait pour redevenir un parti central? Comment est-ce qu'on fait pour redevenir un parti qui redonne goût à la politique à des gens qui l'ont perdu? Eh bien, tout simplement en étant les meilleurs. Jean-Luc Mélenchon a dit aux siens, je n'ai pas vocation à être toujours celui qui nous représentera à l'élection présidentielle. Il leur a dit, mais je ne veux pas que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, se mette à aller taper le voisin en pensant qu'il prendra ma place. Celui-là aura affaire à moi. Eh bien, je reprends ces mots à mon compte pour l'ensemble de la gauche. Il n'y a pas d'espace pour celui ou celle qui cherche à casser les jambes du voisin. Il n'y a pas d'espace pour ça. Le seul espace qui existe, c'est de se faire aimer. De se faire aimer plus que les autres peut-être, mais de porter tous les autres jusqu'à la victoire. Ça oui, 100 fois oui. Et on verra le moment venu qui sera le meilleur. Que sera-t-il? D'où viendra-t-il? Je n'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que le défi pour nous, il est là. Non pas d'aller casser chaque matin de l'insoumis, de l'écologiste ou du communiste. Parce que si nous faisons ça, nous savons très bien que nous n'arriverons jamais au bout du chemin. Le bout du chemin, ce sera l'extrême droite. En revanche, faites-vous aimer. Faisons-nous aimer. Portons les bons combats. Portons-les haut. Faisons en sorte d'être les premiers partout. Sur la balle. Être toujours là où les gens nous attendent. Avec Camailleux. Avec toutes celles et ceux qui se battent pour l'emploi. Avec celles et ceux qui défendent et qui dépendent aussi de leur emploi pour continuer à vivre. C'est là que nous devons être. Et c'est là que nous serons dans les prochaines années. Parce que, vraiment, ce parti, celui de Pierre Mauroy, celui de Roger Salingro, celui de François Mitterrand, celui de Léon Blum, celui de Jean Jaurès, ce parti qui nous a fait vibrer, ce parti pour lequel nous sommes rentrés en politique, ce n'est pas un parti qui se contente d'accompagner le capitalisme. C'est un parti aussi qui est un parti de transformation. Un parti qui cherche à bousculer les rapports sociaux, qui cherche à faire en sorte que demain soit différent pour le plus grand nombre. Et ça ne peut pas être simplement coller des rustines partout où ça fuit. Mais c'est aussi d'engager de grandes transformations qui permettent au plus grand nombre de vivre mieux. C'est cette conviction-là que je veux porter avec vous. Cette conviction-là que je veux que nous portions dans les prochaines années. Que nous ne laissions plus dire que nous sommes nous-mêmes convertis au libéralisme. Que nous avons nous-mêmes accepté sa loi qui est celle de la jungle. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la social-démocratie est en crise.
Ce n'est pas vrai. En Europe, ce qui est en crise, c'est le libéralisme. Ce qui ne va pas aujourd'hui, la crise écologique, c'est le libéralisme. La crise sociale, c'est le libéralisme. La crise démocratique, c'est le libéralisme. Et nous avons des réponses à apporter maintenant. Et donc, je compte sur chacune et sur chacun d'entre vous pour porter ce message jour après jour et faire en sorte que, effectivement, comme le disait Jaurès, nous puissions aller rallumer des soleils. Rallumons des soleils. Faisons en sorte que le plus grand nombre puisse vivre mieux. C'est notre vocation et c'est ce qui nous donne chaque matin l'envie et le courage de continuer. Alors, merci à toutes et à tous. Alors mes camarades, vous savez, le socialisme dans le Nord, c'est un socialisme